Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 août 2025 et nos amis Pepe Escobar et le professeur Marandi sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Eh bien, je me trouve devant les deux personnes les plus cool de l'histoire de l'humanité. Je ne suis donc qu'un humble serviteur ici en Normandie, à seulement 20 minutes du lieu du débarquement. Et il n'y en aura pas d'autres, mesdames et messieurs, car cette fois-ci, les Américains ne viendront pas. Eh bien, je suis aussi avec les deux Brésiliens les plus cool, et je suis ici à Tianjin en Chine. Et les Chinois ne vont nulle part. L'exception du sommet de l'OCS. C'est exact. Commençons Pepe, avec toi et la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Quelle a été ton impression? Qu'en as-tu pensé? Quel était le ressenti à la sortie de cette rencontre? Quel a été le résultat de la réunion? Comment les médias russes la perçoivent-ils? Et comment les États-Unis en parlent-ils? Quel est ton avis? Absolument. C'est dommage que Peux-tu aller au berceau, Nima, et afficher à l'écran ma chronique qui est parue hier soir, heure de Beyrouth, je crois très tard, et cela intéressera notre public, car c'est la version concise de ce qui s'est passé en Alaska. Donc en gros, l'essentiel, et cela inclut les retours que j'ai reçus de nos contacts russes à Moscou, dont beaucoup sont très étroitement liés à la table en Alaska. Pas seulement les trois à la table, bien sûr, Poutine, Lavrov et Yuri Ushakov, mais aussi la délégation de très haut niveau qui les entourait, comprenant Siloanov, le ministre des Finances, Belousov, le ministre de la Défense, et Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds russe d'investissement direct. Alors, ils ont envoyé une équipe de rêve. Pourquoi la Russie enverrait-elle une équipe de rêve en Alaska? C'est parce qu'au préalable, ils avaient reçu des assurances de la part des Américains, qui étaient évidemment secrètes, comme la plupart des accords conclus à Moscou, qu'il sortirait quelque chose de substantiel de cette rencontre. On ne peut même pas imaginer le Conseil de sécurité russe et Vladimir Poutine entreprendre un voyage aussi risqué en Alaska avec une équipe de rêve, une délégation de haut niveau à la pointe de la technologie, pour rien, juste pour que Lavrov puisse exhiber son incroyable sweatshirt blanc CCCP. Non, ce n'est pas suffisant. Il y avait donc bien plus derrière tout cela. On peut dire que c'est important, car il n'y a eu aucune fuite substantielle à ce sujet, ni avant, ni matter-planning. Mais ce sur quoi certaines personnes bien placées à Moscou étaient autorisées à commenter, y compris en relayant l'information à certains d'entre nous, analystes et analystes étrangers, c'est qu'apparemment Trump avait finalement compris que si les États-Unis continuaient d'armer l'Ukraine, il n'y aurait absolument aucune chance, même de commencer une négociation. C'est très très important. Et l'autre point, c'est que les deux parties semblent s'être mises d'accord sur le fait que la responsabilité de la poursuite de la guerre incombe désormais aux Européens, ou à ce que j'ai décidé d'appeler, en tenant compte de la réunion d'hier à Washington, la coalition des frustrés, ce qui est une façon bien plus joyeuse de parler de la coalition des impuissants, ce qu'ils sont essentiellement, n'est-ce pas? Prenons exemple sur notre ami George Galloway, Blanche-Neige et les 7 nains volants, également impeccables. Voilà donc ce qui se passait hier à Washington. Nous savions que la réaction des Européens serait immédiate. Ils étaient désespérés de parler à Trump juste après la rencontre avec Poutine, parce qu'ils ont vu qu'un véritable progrès avait été réalisé, dans le sens où Trump commençait peut-être enfin à comprendre un peu la situation dans son ensemble. Par exemple, nous discutions avec certains de nos amis russes que si Lavrov avait eu 10 minutes à la table pour expliquer à Trump la genèse du Maïdan et ce qui a conduit à l'OMS, il est la seule personne sur la planète
capable d'expliquer cela à Trump en 10 minutes et de lui faire comprendre au moins 5% de l'affaire. Vous voyez, et Lavrov parle couramment anglais, ce qui est encore mieux. Il pourrait expliquer cela à Trump en anglais, directement. Donc oui, les choses ont changé, bien sûr. Mais en même temps, et j'ai hâte d'entendre le point de vue de Mohammad à ce sujet, il y a déjà 2 plans B en place, un du côté de Trump et un du côté de Poutine. Le plan B de Poutine serait, d'accord, si cela n'aboutit à rien, nous continuerons ce que nous faisons, c'est-à-dire notre guerre d'usure. Et la prochaine fois, il ne sera plus question de discuter de 4 régions ukrainiennes. Il s'agira de 6, 7, 8, voire plus. Et du côté de Trump, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est assez schizophrène. D'accord, en montrant, comme je l'ai montré lundi à Washington à ces abrutis, que maintenant, c'est votre guerre. Donc, vous continuez la guerre sans fin contre la Russie, en achetant nos armes, très coûteuses, et en payant en euros que vous n'avez pas. Mais c'est votre problème, pas le mien. Et les Européens doivent en même temps armer et financer l'Ukraine. Tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas faire les deux. S'ils essayent de faire les deux, le duo UE-OTAN s'effondrera encore plus vite qu'il ne s'effondre déjà. Donc le plan B de Trump, c'est « d'accord, si je ne peux pas gagner mon prix Nobel de la paix, en les mettant à la même table et en essayant de trouver un arrangement, la balle est dans le camp européen, et je peux quand même obtenir mon prix Nobel de la paix, et nous sommes sortis de l'affaire, et nous pouvons nous concentrer sur notre prochaine guerre, qui sera contre la Chine. » Voilà la version courte de ce qui s'est passé entre l'Alaska et Washington. Professeur Marandi, quel est votre avis sur le plan de secours ou le plan B? Au fait, comment avez-vous trouvé la réunion? Eh bien, avec le recul, il est plus facile d'analyser. Mais avant la réunion, je pense qu'il y avait des gens qui disaient qu'il devait forcément y avoir un accord, parce que 2 présidents, surtout ceux des États-Unis et de la Russie, s'ils se rencontrent sans ordre du jour et sans réelle chance de succès, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le monde. Donc je pense que beaucoup supposaient qu'il y aurait probablement un certain succès, mais pas un cessez-le-feu ou un accord de paix. Et je pense que la réunion a été un succès dans la mesure où le président Poutine a obtenu ce qu'il voulait. Il a gagné. La Russie a gagné pour de nombreuses raisons que nous connaissons tous assez bien, et les États-Unis n'ont pas gagné. Mais Trump, personnellement, je dirais probablement qu'il a gagné. Bien que s'il l'avait fait il y a 6 mois, comme il l'avait promis, et après l'élection, s'il l'avait fait à ce moment-là, cela aurait été un immense succès pour lui. Mais je pense qu'il a perdu son élan. À l'époque, s'il l'avait fait, il aurait eu le soutien des gens. Personne n'aurait pu s'opposer à lui. Mais maintenant, nous avons vu comment les médias, même Fox News, étaient stupéfaits, indignés et en colère à propos de la relation et de la façon dont le président Poutine était traité. Il y a 6 mois, cela ne se serait pas produit, je crois. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un succès pour Trump. Et Trump étant le genre de personne imprévisible que nous savons tous qu'il est, il n'est pas certain qu'il ira jusqu'au bout. Je suis donc d'accord avec Pep sur le fait que les 2 issues ou trajectoires les plus probables sont soit que cela échoue, que les Européens optent pour une confrontation accrue et qu'il n'y ait plus de négociations jusqu'à l'effondrement de l'Ukraine, soit qu'il y ait une forme d'accord. Dans tous les cas, les États-Unis ne seront plus impliqués. C'est probable, je veux dire impliqués, dans le sens où ils ne financeront plus la confrontation. Mais je pense que si la guerre continue, cela va affaiblir les États-Unis parce que Trump sera perçu comme faible. S'il échoue à maîtriser les Européens, s'il échoue à mettre fin à cette guerre, cela montrera simplement qu'il est incapable,
qu'il n'a pas d'influence, qu'il est faible aussi bien sur le plan intérieur qu'à l'étranger. La seule façon pour que le succès de Trump se prolonge, c'est que cette guerre s'apaise. Mais je trouve très difficile que cela prenne cette direction, car les Européens conspirent contre la paix. L'État profond aux États-Unis, les néoconservateurs, et nous savons que les néoconservateurs et les sionistes sont plus ou moins les mêmes. En fait, les pères du mouvement néoconservateur sont des sionistes. Ils sont donc déterminés à pousser cette guerre. Si Trump ne fait pas preuve de fermeté, je vois cette guerre continuer, et alors les Russes vont avancer. Soit Trump admettra l'échec à un moment où les dossiers Epstein seront discutés et où le Congrès et le Sénat se réuniront à nouveau. Cela va devenir un gros problème. À mon avis, la situation va rapidement se dégrader pour Trump. Et puis il y a notre région, il y a la Chine, il y a les problèmes économiques croissants aux États-Unis, dont peu de gens parlent, mais beaucoup de personnes compétentes affirment que la situation va empirer. Donc, si Trump échoue, je pense que sa présidence aura échoué. Et je ne sais pas s'il pourra mettre fin à cela, mais je trouve, du moins à ce stade, cela très improbable. Le discours venant d'Europe et de Zelensky ne semble pas indiquer que Trump va obtenir gain de cause. D'ailleurs, je devrais souligner en étant ici en Chine que je pense que les Chinois et les Iraniens observent la situation de très près. D'un côté, les Chinois et les Iraniens parlent d'espoir de paix et de fin du conflit. Et je suis sûr qu'ils sont, enfin, j'espère que tout le monde est sincère dans sa volonté de paix et de mettre fin à l'effusion de sang. Je pense que les Iraniens le sont. Je ne connais pas très bien les Chinois, mais je suis assez certain que, enfin, je sais que les Iraniens et les Chinois s'inquiètent de la possibilité d'un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Bien qu'en même temps, je ne pense pas que les ponts que Trump et Poutine essayent peut-être de construire seront érigés si facilement, ni qu'ils pourront vraiment aller très loin, car les États-Unis excellent à imposer des sanctions, mais ils sont très mauvais pour les lever. Et je ne pense pas que la normalisation avec la Russie sera facile du tout. Vous savez, lorsque l'ANC et Nelson Mandela étaient sanctionnés par les États-Unis pour être considérés comme des terroristes, selon les États-Unis, par la suite, lorsque Nelson Mandela a été libéré et que la haute direction de l'ANC a également été libérée des prisons en Afrique du Sud, ils étaient toujours considérés comme des terroristes, selon la loi américaine. Et puis lorsque le président Mandela est arrivé au pouvoir et que l'ANC a pris le pouvoir, ils étaient encore considérés comme des terroristes. Ce n'est que des années après la retraite politique du président Mandela que l'ANC et lui ont été retirés du régime de sanctions ou de l'appareil de sanctions à Washington. Donc je ne pense pas qu'il y aura ce genre de rapprochement entre la Russie et les États-Unis, surtout puisque la Russie est méprisée par l'establishment politique. Mais les Iraniens et les Chinois observent, je pense, avec une certaine inquiétude. Mais comme je l'ai dit, je suis assez sceptique quant à la portée de tout cela. Pepe, lorsqu'il s'agit de la rencontre entre les Européens avec Zelensky d'un côté et l'administration Trump de l'autre, qu'attend l'Europe de Donald Trump? Il parle de garantie de sécurité. Ils évoquent même, Merz parlait d'un cessez-le-feu. Il insistait sur un cessez-le-feu. Je ne le vois pas, car Donald Trump n'a pas parlé de cessez-le-feu. On dirait qu'il a en quelque sorte oublié ce qu'il demandait auparavant. Le cessez-le-feu est mort pour Trump. Absolument. Et il l'a clairement indiqué depuis vendredi. Dans l'un de ses messages sur Truth Social, probablement le plus significatif après la réunion, il a dit non. Un cessez-le-feu peut être rompu par les deux parties. Nous devrions aller directement vers un accord de paix, en majuscule comme il l'a écrit.
Donc, dans son esprit, il a déjà pris sa décision. Pas de cessez-le-feu. Évidemment, on peut imaginer la coalition des faucons, en particulier Merz. Ils ont complètement paniqué parce qu'ils poussaient pour le cessez-le-feu depuis des semaines, voire des mois, n'est-ce pas? C'est fini. C'est terminé. Alors, que fait l'Europe maintenant? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'argent. Ils doivent encore sécuriser des armes que même les États-Unis ne possèdent pas, obtenir les fonds nécessaires pour les acheter, conclure des accords avec les banques pour les payer et renouveler leurs dettes. Cela pourrait donc prendre des mois également. Pour l'instant, ils n'ont rien à offrir à l'Ukraine concrètement, à part ce que font les Britanniques et le Mi-6, des attaques terroristes. Attendez-vous donc à une prolifération d'attentats organisés par le MI6 dans les prochaines semaines, et si cela se confirme, dans les prochains mois. Ce n'est pas un hasard si des avions de l'OTAN survolent la Crimée quotidiennement depuis des semaines. C'est très grave. Et le désespoir, lorsqu'ils consultent une véritable cartographie de la situation actuelle de la guerre, avec la chute imminente de Pokrovsk et toutes ces plaines de la steppe à l'ouest, jusqu'au Dniepr, ces zones sont totalement ouvertes à une avancée russe. Vous vous rendez compte? Le moral des forces armées ukrainiennes est déjà au plus bas depuis 3 ans, et celui de l'OTAN aussi, car ils n'ont absolument rien pour riposter. C'est aux Russes de décider. Lançons-nous une blitzkrieg? Continuons-nous à jouer les caméléons? Continuons-nous à prendre un village par semaine? La balle est dans le camp russe. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pendant l'été, et le front pourrait s'effondrer complètement d'ici 1 à 2 mois. C'est vraiment la coalition des impuissants. On peut en plaisanter, mais c'est une définition parfaitement appropriée. La défaite stratégique leur fait maintenant face, comme l'abîme nietzschéen. Je regarde l'abîme, et l'abîme me regarde en retour. Eh bien, c'est l'abîme de la défaite stratégique qui vous regarde, Européens. Et c'était le sous-texte de cette scène spectaculaire où Trump était assis dans le fauteuil du directeur. Et bien sûr, la coalition des 7 nains et la Blanche-Neige volante, et les 7 nains, comme ça vous savez, attendant d'être réprimandés avec style. Waouh! C'est l'une des plus grandes images du XXe siècle. Je pense qu'avec cette photo, on peut expliquer comment l'Europe, géopolitiquement et géoéconomiquement d'ailleurs, s'est suicidée. Géoéconomiquement, ils se sont suicidés avec la Chine. Mohamed est en Chine, et je suis sûr que tu en parles avec tes collègues chinois. Et ils se sont suicidés politiquement et militairement en misant sur une guerre qu'ils savaient perdue tôt ou tard. Professeur Marandi, vous regardez les Européens. Ils parlent de leurs alliés européens. Voyez-vous des alliés sur cette image, dans ces images qu'ils ont montrées? Vous savez, c'est intéressant ce que Pepe a dit à propos de la Chine. Avant cela, nous avons eu une table ronde et l'invitation concernait l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. J'ai d'ailleurs mentionné cette image et j'ai dit que la différence entre l'Organisation de coopération de Shanghai et l'OTAN en ce moment, les différences sont infinies car il ne s'agit pas d'une alliance. Mais ce que j'ai souligné, c'est que si vous regardez cette image, elle montre clairement la différence entre les pays, les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, les images que nous verrons dans quelques semaines, et la situation en Occident. Au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez des grandes puissances, des puissances régionales et d'autres pays. Ils seront tous assis autour de la table et ils auront tous un statut égal à cette table. Pourtant, en Occident, vous avez ce maître d'école, comme l'a dit Pepe, et ces laquais assis de l'autre côté du bureau. Et c'est essentiellement la situation actuelle.
L'Occident est devenu une entité où le maître d'école, c'est Trump. La personne raisonnable en ce moment, c'est Trump. Imaginez à quel point la situation est folle quand c'est lui, la voix de la raison. Et puis il y a ces imbéciles qui ne vont faire qu'aggraver leur situation. Mais il est intéressant de noter qu'ils sont allés là-bas pour essayer de pousser Trump à reconsidérer, à continuer comme si de rien n'était. Mais les images qui sortent de la Maison-Blanche sont des images d'humiliation pour les Européens. Pourquoi l'Iran devrait-il prendre les Européens au sérieux à l'avenir lorsqu'ils sont assis ainsi? Je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était le président de la Serbie qui, lors du premier mandat de Trump, s'est rendu dans le bureau ovale et ils l'ont forcé à s'asseoir devant Trump, à côté de lui. Et c'était très humiliant. Mais maintenant, on voit tous ces dirigeants européens et Zelensky assis d'un côté de la table. Le fait qu'ils acceptent une telle situation montre à quel point ils sont faibles, désespérés et inefficaces. Alors pourquoi l'Iran? Pourquoi la Russie? Pourquoi la Chine? Pourquoi n'importe quelle puissance mondiale? Pourquoi les Indiens ou les Brésiliens devraient-ils prendre les Européens au sérieux, alors qu'ensemble, ils ressemblent à une bande de gamins assis devant le bureau du principal? Et cela au moment même où ils se rendaient à la Maison-Blanche pour forcer les États-Unis, où Trump, le président américain, a changé de position. C'est ainsi qu'ils s'y prennent. C'est ainsi qu'ils montrent leur influence. Mais je pense aussi que cela n'augure rien de bon pour Trump. Au final, car si Trump n'impose pas la paix dans les jours et semaines à venir, et je pense que c'est presque impossible dans la situation actuelle, cela signifie alors que Trump n'arrive même pas à gérer ses gamins. Cela veut dire que les États-Unis n'ont aucun contrôle sur l'Europe. Alors comment les États-Unis vont-ils contrôler l'Inde? Comment vont-ils contrôler l'Asie de l'Ouest? Comment va-t-il contrôler l'Amérique latine? Je pense que le symbolisme de cette image va bien au-delà des 7 nains. Je pense que cela en dit long sur, je ne peux pas l'appeler Blanche-Neige, je ne sais pas comment l'appeler. Mais cela en dit aussi beaucoup sur les États-Unis. Parce qu'au final, si Trump parvient à imposer une paix, oui, alors cela a du sens. Il est le leader puissant des nains, et l'hégémonie américaine signifie encore quelque chose. Mais s'il n'y parvient pas, et il ne semble pas que cela va arriver, les Russes parlent des droits des russophones, qu'ils doivent être reconnus. Il ne s'agit pas seulement de territoire. Il ne s'agit pas seulement de l'OTAN. Il ne s'agit pas seulement de neutralité. Il s'agit de la société ukrainienne elle-même et de la façon dont elle va fonctionner demain. La langue russe est interdite. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que c'est, vous savez, ces nouveaux nazis ou ces fascistes ou ces extrémistes de droite, peu importe comment on les appelle, vont perdre du territoire et qui vont aussi perdre leur domination sur les russophones? Je ne vois pas cela arriver sans une guerre civile à l'intérieur même de l'Ukraine. Donc, à mon avis, cela va affaiblir à la fois Trump et les Européens. Les Européens, bien sûr, plus que les États-Unis. Mais je pense que si Trump n'obtient pas ce qu'il veut, s'il n'arrive pas à instaurer la paix, alors les États-Unis en sortiront affaiblis. Je ne veux pas dire diminuer au sens où c'est plus une force avec laquelle il faut compter. Mais je pense que, vous savez, après la réunion qu'il a eue, je suis sûr qu'ils ont discuté des relations bilatérales. Je suis certain que pendant les 20 minutes où ils étaient assis ensemble dans la voiture, beaucoup de choses importantes ont été dites. Et je suis sûr que pendant les 2 heures, c'était quoi? Environ 150 minutes de discussion, ainsi que les discussions avant et après. Tout cela avait de l'importance. Mais au bout du compte, ce que le monde regarde, c'est l'Ukraine. Et donc si Trump ne peut pas gérer Zelensky, et s'il ne peut pas gérer ses nains,
alors sa présidence a échoué et les États-Unis ont échoué. Pepe, nous avons appris que pendant la réunion, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine. Ils ont parlé pendant 40 minutes, apparemment. Tout comme aujourd'hui, lors de la réunion entre Trump et les Européens. Tu vois, soudainement, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la réunion. Il a dit qu'il n'avait pas appelé Poutine pendant la réunion. Était-ce après la réunion? Il affirme que c'était après la réunion. Nous n'avons pas encore d'informations concluantes à ce sujet. Oui, mais quel est le point crucial concernant l'Ukraine? Le professeur Marandi a évoqué la complexité de la situation en Ukraine. Juste une chose. Juste une chose avant que tu continues. Tu peux imaginer? Je veux dire, je pense que c'est probablement vrai que c'est arrivé après la réunion. Mais tu peux imaginer ces gamins, ces écoliers, assis à attendre pendant 40 minutes que Trump revienne dans la salle? Alors peut-être que cela s'est réellement produit et qu'il essaie de sauver un peu la face pour les gamins. Tout est possible avec Trump. Wow! Des points très importants que Mohammad a soulevés. La façon dont la société ukrainienne est totalement désagrégée et la manière dont ces groupes contrôlés par les oligarques, néo-nazis, fascistes, d'extrême droite, peu importe comment on les appelle, du secteur droit au bataillon Azov, ne vont pas abandonner. Il n'y a aucune chance qu'ils déposent les armes demain et acceptent quoi que ce soit auquel Zelensky pourrait être tenté de consentir. D'abord, parce que Zelensky ne peut rien faire, puisque toute concession serait immédiatement interprétée par ces groupes nazis fascistes comme une trahison. Et Zelensky recevrait la proverbiale balle des Khmers rouges dans la nuque, par derrière. Bullet in the neck from behind. Everybody knows that. He's a hostage of these people. Tout le monde le sait. Il est l'otage de ces gens-là. Alors réfléchissons de manière rationnelle, en termes de realpolitik. Quel serait le meilleur scénario? D'accord, il est illégal en tant que président, la Rada est illégale en tant que parlement. Donc des élections présidentielles et législatives, sérieuses, avec des observateurs internationaux partout. Ensuite, on aurait une présidence et un parlement relativement représentatifs. Et alors, on commence à négocier. Évidemment, cela n'arrivera pas. Même Trump a plaisanté avec Zelensky. « Oh, merveilleux, tu as suspendu les élections, je vais faire pareil ici. » Tout le monde sait que tout cela est absurde, sauf, bien sûr, les nains, les voyous, les gamins. Évidemment, pour eux, il est tout à fait normal d'avoir un président illégal et un parlement illégal. Après tout, ce sont eux qui paient pour tout cela, non? Voilà donc la désagrégation du côté ukrainien. Celle du côté américain est encore plus dangereuse, car Trump se bat littéralement contre tout le monde. Les silos à l'intérieur de l'État profond, la CIA, le Pentagone, le complexe militaro-industriel, les think tanks, pratiquement tous. Les médias traditionnels, pratiquement tous sauf Fox News. L'opinion publique est divisée. Disons qu'une légère majorité de l'opinion publique aux États-Unis souhaiterait une forme de paix. Mais au moins 40% n'en veulent pas, car ils croient réellement à tout ce que les démocrates vendaient il y a encore 6 mois, et les Européens aussi. Et bien sûr, comme cela est relayé en continu par les médias traditionnels, à commencer par le New York Times, CNN et tous les autres. Il s'attaque aux véritables détenteurs du pouvoir aux États-Unis, car il n'accepterait jamais une telle chose, même s'il essaie de la présenter comme une porte de sortie pour l'État profond, et non pour le complexe militaro-industriel, puisque celui-ci continuerait à engranger des profits en euros. Formidable. Mais pour l'État profond, qui est extrêmement russophobe, toute forme d'accommodement avec la Russie est une abomination. Et pour une grande partie des grandes fortunes, de l'argent ancien, de l'argent aristocratique, de la côte Est, aux États-Unis,
c'est la même chose. Sans parler des élites atlantistes. 99% sont totalement russophobes, anti-Russie. Et bien sûr, tout le système bruxellois, de l'OTAN à l'UNOMERM en passant par la Commission européenne, tous, sans exception, sont anti-Russie. Il a donc tous ces secteurs de la ligne de front contre lui. En réalité, il n'a pratiquement aucun soutien nulle part. C'est très compliqué. Et il a été sapé même au sein de son propre gouvernement. Le petit Marco Rubio est un néoconservateur ridicule. Il doit suivre la ligne de son maître, mais seulement jusqu'à un certain point. Très compliqué. Son négociateur avec l'Ukraine, le général Kellogg, ne mérite même pas d'être pris au sérieux. Donc c'est très compliqué, même dans son entourage. Alors, quels sont les deux seuls axes qu'il voit pour sortir de tout ce drame? Premièrement, je veux obtenir mon prix Nobel de la paix. Et ce n'est pas une blague, il prend ça très au sérieux, surtout parce que c'est une compétition directe avec Obama, qui a effectivement reçu un prix Nobel de la paix. Et deuxièmement, je veux faire des affaires en Russie. Et c'est là qu'il s'aligne avec l'oligarchie américaine, qui dans ce cas s'aligne aussi avec l'oligarchie russe, laquelle est parfois très critique envers Poutine. Ainsi, les deux oligarchies, aux États-Unis et en Russie, sont d'accord. D'accord, reprenons nos affaires ensemble. On pourrait commencer par le projet Sakhalin 1, par exemple. ExxonMobil a dû partir à cause des sanctions. Ils ont perdu, je crois, plus de 4 milliards de dollars qu'ils veulent récupérer. Ils veulent revenir. Et les autres membres du consortium, une entreprise indienne, si je ne me trompe pas, et une entreprise japonaise, sont restés aux côtés de Rosneft. Seuls les Américains sont partis. Les Américains veulent maintenant revenir. Et ils en discutent déjà en Russie. C'est quelque chose que l'on peut constater au forum de Vladivostok, car des dirigeants de Rosneft seront présents. Ce sera ma première question à l'un d'eux. Alors, est-ce que vous faites revenir ExxonMobil sur Sakhalin 1 et d'autres projets? C'est donc l'intérêt des deux oligarchies, n'est-ce pas? Ce qui nous amène au problème interne de Poutine. Il ne peut tout simplement rien concéder qui échappe à ses propres lignes directrices pour une solution en Ukraine, qu'il a lui-même énoncée depuis juin de l'année dernière. Donc, tout le monde en Russie connaît ces lignes directrices, et tous ceux qui, à l'extérieur de la Russie, les ont étudiées aussi. L'OTAN hors d'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, voire la discussion sur un retrait de l'OTAN à ses anciennes frontières, la restitution des droits des russophones dans toute l'Ukraine, pas seulement en Novorossia ou dans le Donbass dans son ensemble, la restitution des 300 milliards de dollars gelés qui ont été volés par les Européens. Donc la liste est gigantesque. Je ne vois nulle part, et Mohammad l'a déjà dit, qu'il soit possible de suivre ces lignes directrices. Et il n'y a aucun moyen pour Trump de vendre ces lignes directrices, non seulement à Kiev, mais aussi aux 7 guerres. Sans parler de l'OTAN. Même sa politique envers l'OTAN est schizophrène. Non, je veux que nous dirigions l'OTAN de l'arrière, mais en même temps, les Européens vont être dans l'OTAN à combattre la Russie. C'est une schizophrénie totale. Et ce n'est irréconciliable. Mais Trump ne peut pas, à lui seul, signer l'arrêt de mort de l'OTAN, tout comme il ne peut pas entériner la défaite stratégique américaine en Ukraine. Il doit, en reprenant, je crois, l'analogie utilisée pour la première fois par notre ami Ray McGovern, mettre du rouge à lèvres sur un cochon autant que possible pour essayer de présenter l'accord de paix comme une initiative américaine et sortir les États-Unis du 2e ou 3e chapitre de ce chaos, qui continuera de toute façon. Donc, vous savez, pour tout le monde, on est au-delà d'un jeu à enjeu ultra élevé. Et comme l'a dit Mohammad, il n'y a pas de sortie facile. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas clore ce chapitre sans admettre leur défaite stratégique. Et s'ils le font, alors c'est la fin de l'Empire, car plus personne, de la Terre de Feu à Lombok en Indonésie,
plus personne ne respectera l'Empire. Oui, professeur Marandi, pensez-vous que l'administration Trump ait la capacité d'accepter cela ou de le présenter d'une manière différente qui leur permettrait d'en sortir, en donnant l'impression d'une victoire de leur part? Vous savez, quelque chose que Pepe a dit m'a rappelé un sondage qui est récemment sorti. Rappelez-vous, ils ont publié un sondage sur les personnes les plus impopulaires aux États-Unis, et nous nous concentrions sur Netanyahou et à quel point il est impopulaire aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, la deuxième, si je me souviens bien, et vos téléspectateurs devraient me corriger si je me trompe, je crois que la deuxième personne la plus impopulaire est Zelensky, après le pape. Quoi qu'il en soit, il a encore des opinions favorables aux États-Unis. Et cela rejoint ce que disait Pepe. Je veux dire, nous sommes très critiques envers Zelensky. Nous ne sommes pas sympathisants parce que je pense que nous avons examiné tout cela de manière beaucoup plus approfondie. Vous savez, l'OTAN qui ment, les présidents américains qui mentent, l'expansion vers l'Est, puis le coup d'État à Kiev et tout ça. Mais la propagande provenant des médias traditionnels et des médias alternatifs qui sont en réalité traditionnels, car il existe un nouveau phénomène aux États-Unis et en Occident, où l'on voit ces médias alternatifs très influents. Ils ne sont en fait pas alternatifs et ils ont beaucoup d'influence. Ce sont donc essentiellement les néoconservateurs en ligne et les sionistes en ligne. Mais quoi qu'il en soit, Zelensky a encore du poids auprès des Américains ordinaires, selon ces sondages. Donc, si l'Ukraine tombe et que Trump est perçu comme celui qui a coupé les vivres, il en portera aussi la responsabilité. Certains diront, oui, il fallait mettre fin à la guerre, mais il avait promis un accord de paix. Et si nous voyons, par exemple, Odessa submergée, et je pense que Pepe a tout à fait raison, cela fait déjà quelques années que l'on discute de la manière et du moment où l'Ukraine va tomber. Et je crois que nous étions tous, parmi des gens comme nous, d'accord pour dire que les Russes allaient l'emporter. Certains disaient que cela prendrait quelques mois, d'autres pensaient que le délai serait plus long. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consensus est que la situation est vraiment mauvaise pour l'Ukraine et que cela n'est tout simplement pas tenable. Même les médias grand public occidentaux le reconnaissent. Trump était censé nous apporter un accord de paix, et si, littéralement quelques mois plus tard, l'Ukraine, les lignes de front s'effondrent, Trump sera tenu pour responsable. On dira, c'est toi qui as provoqué cet effondrement. Si tu étais resté aux côtés de tes alliés, cela aurait été différent. Et si vous aviez imposé, qu'est-il arrivé à cet accord de paix? Pourquoi n'avez-vous pas réussi à imposer un accord de paix? Cela va le hanter à l'avenir. Et puis, je ne sais pas si vous avez... Je n'ai pas vu le livre, mais il y a un nouveau livre qui vient de sortir sur le prince Andrew du Royaume-Uni. Il existe une version en ligne d'ailleurs, et une version imprimée. Et il y a une phrase dans la version imprimée qui a été retirée de la version en ligne. C'est ce que j'ai compris, je n'ai vu ni l'une ni l'autre, concernant Melania et sa relation avec Epstein. Je ne veux pas entrer dans les détails ici parce que je ne connais pas les termes exacts, mais en tout cas, il est dit qu'elle a eu une relation avec lui, puis plus tard avec Trump. Vous savez, la situation autour d'Epstein ne va faire qu'empirer. Cela ne va pas disparaître. Et le génocide à Gaza, ainsi que la guerre commerciale, aucun de ces sujets ne va bien se passer pour Trump. Aucun d'eux ne va se terminer. La seule chose qu'il avait en sa faveur, ou qu'il pourrait potentiellement avoir, c'est sa relation avec la Russie. Donc l'image est excellente. Je n'aime pas Trump, mais il faut admettre que cela lui a donné une bonne image. Ce n'était peut-être pas positif pour les États-Unis, car c'était une défaite pour les États-Unis. Quand la Russie gagne,
cela signifie que l'Occident a perdu. Mais pour lui, je pense que c'était positif parce qu'il s'est présenté comme le faiseur de paix. Maintenant, nous avons notre opinion sur le fait qu'il soit ou non un faiseur de paix, mais ce n'est pas la question. Mais si, après cela, nous voyons les Russes continuer à avancer, et les Européens continuer à payer des armes avec de l'argent qu'ils n'ont pas, et à obtenir ces armes qui n'existent pas, et que les lignes ukrainiennes continuent de s'effondrer, puis que ville après ville tombe, et peut-être Odessa, cela ne va pas donner une bonne image de Trump. Ces images de Trump et Poutine seront perçues très différemment dans quelques mois par rapport à aujourd'hui. En ce moment, les partisans de Trump voient cela comme un signe de sa force et de sa capacité à mettre fin à la guerre. Mais s'il n'y parvient pas et que l'Ukraine s'effondre, et comme je l'ai dit, que Zelensky reste relativement populaire, cela signifiera que Trump a échoué. Et cela rejoint ce que Pepe et moi disions plus tôt. Ce sera catastrophique pour Trump. Oui. Oui, Pepe. Il semble que l'élan dont parle le professeur Marandi soit vraiment important. Je ne sais pas s'il existe une sorte de compréhension à ce sujet parmi les membres de l'administration. Étant donné que parmi les membres de l'administration, la médiocrité règne, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Et surtout, il y a dans une certaine mesure des cinquièmes colonnes comme Marco Rubio. Marco Rubio joue un jeu néoconservateur. Il est à l'intérieur de l'administration, mais il reste un néoconservateur. Très compliqué. Les personnes qui ont essentiellement convaincu Trump de lancer la guerre tarifaire contre la Chine étaient également très médiocres. Donc, si nous nous plaignons de Blinken et Sullivan, l'administration précédente, waouh! Qu'avons-nous maintenant? C'est aussi médiocre qu'avant. C'est du lourd. Mais il y a une chose qu'ils font, c'est pas une question de bien faire, mais il y a un domaine où ils semblent prendre de l'élan. C'est cette guerre globale contre les BRICS, car ils sont tous impliqués, et surtout la guerre contre les principaux BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Iran. Aucun doute là-dessus. Il existe différents niveaux dans la guerre hybride. Dans le cas de l'Iran, je pense que c'est le cas le plus critique, car il s'agit d'une guerre hybride qui est devenue chaude et qui peut redevenir chaude à tout moment. Et bien sûr, c'est une guerre qui dure depuis plus de 40 ans. Le cas de la Chine est essentiellement une guerre tarifaire, du moins pour l'instant. Bien sûr, il y a aussi la guerre technologique. Mais les Américains observent la Chine sur le plan technologique. Et lorsqu'ils voient ce que la Chine a accompli, surtout depuis le lancement du programme Made in China 2025, il y a seulement 10 ans, ils constatent qu'elle a réalisé, 70 à 80% de ce qu'elle voulait accomplir il y a 10 ans. C'est stupéfiant. Donc, ils ne sous-estiment pas la Chine sur le plan technologique. Et en ce qui concerne la Russie, le fait que l'Alaska ait eu lieu, ils ont été forcés de reconnaître que la Russie est une puissance égale. C'est la grande victoire géopolitique de Poutine, personnellement, et de la nouvelle Russie, disons-le ainsi. Quatrième économie mondiale en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat. Pas de crise. Une société solide, avec des projets d'intérêt national, comme le développement de l'Arctique et de l'Extrême-Orient russe. Géopolitiquement, on peut dire que c'est le membre le plus important des BRICS en termes d'articulation partout. La Chine est la superpuissance géoéconomique des BRICS. La Russie est la superpuissance géopolitique des BRICS, essentiellement. Les relations stratégiques entre la Russie, la Chine et l'Iran, et dans le cas de l'Iran et l'Inde sont aussi très importantes, tout comme l'Iran et la Russie. Tout cela constitue des démonstrations magistrales de la puissance russe ces dernières semaines. Et bien sûr, leur résilience dans la guerre que mène l'Occident collectif contre eux.
L'Occident collectif a tout lancé contre la Russie. Les Russes ont encaissé le choc. Et regardez où nous en sommes maintenant, au bord d'une victoire stratégique majeure contre l'Occident collectif. Tout cela montre donc la Russie comme une superpuissance à part entière. Et les Américains ont dû le reconnaître, même si, évidemment, l'État profond ne le reconnaîtra jamais. Mais Trump, dans ce cas précis, a été assez malin pour le reconnaître, mais à sa manière très trumpienne. D'accord, je le reconnais, mais je veux en tirer profit. Je veux ma part du gâteau. Ce qui, encore une fois, nous ramène aux oligarques américains qui refont des affaires avec les oligarques russes. C'est un sous-texte très important de toute l'affaire. Mais la guerre contre les BRICS, disons que Trump et Poutine ont obtenu un répit en Alaska en ce qui concerne l'absence de nouvelles sanctions contre les acheteurs d'énergie russes. C'est, pour l'instant, très important. Mais les différents niveaux de guerre hybride contre en particulier ces 5 principaux BRICS vont se poursuivre et empirer considérablement. Et dans le cas de l'Iran, nous devrions tous être très inquiets. Cela peut devenir bien pire. Au fait, j'ai une question pour toi, Mohammad. Si tu peux, même brièvement. Quelle est cette idée iranienne d'un corridor entre le golfe Persique et la mer Noire, en concurrence avec le corridor de Zangezur, américain, détenu par Trump? Tu as lu dans mes pensées, Pep. D'accord, donc j'ai lu dans tes pensées, Nima. Vas-y, explique-nous ce nouvel accord iranien. Eh bien, je pense qu'avant de commencer, je tiens à souligner, et je suis sûr que vous en avez déjà parlé dans l'émission, et Pep l'a également mentionné, mais il est important, encore une fois, de rappeler que tout le monde dit que les maillons les plus faibles des BRICS sont l'Inde et le Brésil. Et il est assez ironique que Trump ait ciblé ces 2 pays dans sa dernière série d'actions hostiles envers la Russie. Bien sûr, certains disent qu'une des raisons, une des motivations qui l'ont poussé à parler avec Poutine, c'est qu'il pensait que s'il devait imposer des droits de douane à l'Inde en particulier, et peut-être aussi à la Chine et au Brésil, cela aurait été catastrophique pour les États-Unis. C'est possible, même si je ne suis pas certain que Trump soit vraiment aussi prévoyant. Mais il est intéressant de constater qu'avec les BRICS, ce que Trump a fait, c'est qu'il a en quelque sorte renforcé Poutine. Comme je l'ai dit, le grand gagnant dans tout cela, c'est Poutine, il n'y a aucun doute, et la Russie. Et comme Pep l'a mentionné, le statut de la Russie s'élève, ce qui signifie que le statut des BRICS s'élève également. Il faut alors garder en tête l'image des 7 garnements et de Trump. L'Occident décline, la Russie progresse, et donc les BRICS aussi. Ensuite, l'Inde et le Brésil se sont rapprochés des BRICS. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ni à quel point ce rapprochement est profond, mais mon collègue indien sur notre panel, je lui ai posé la question aujourd'hui, et il a dit que de toute façon, cela provoque un changement en Inde, car ils ne feront plus confiance aux États-Unis. Ils avaient cultivé une bonne relation avec les États-Unis, et cela a causé des dommages irréversibles. Encore une fois, il se peut que ces sanctions ne soient pas imposées. Et puis la relation entre l'Inde et les États-Unis revient en quelque sorte à la normale, mais il s'est passé quelque chose qui ne sera pas oublié. Donc je pense que les BRICS en sortent renforcés. À quel point? Cela dépend de Trump et de Poutine et de leurs relations, et de savoir si Trump impose ses sanctions ou ses tarifs douaniers qui sont des sanctions. En ce qui concerne le corridor, je n'ai rien lu à ce sujet, mais d'après ce que je comprends, mon interprétation est que l'Iran veut faire pression sur la République d'Azerbaïdjan. Vous savez, beaucoup d'Iraniens pensent que la République d'Azerbaïdjan appartient à l'Iran. Vous savez, l'ayatollah Khamenei, son nom, Khamenei, est une ville azérie. Khamenei signifie de Khamenei, de cette ville. Et il parle couramment l'azéri. Il s'intéresse beaucoup à la littérature, tant persane qu'azéri. Il s'intéresse aussi à la littérature européenne.
He's also into European literature, but in any case, that's a different story. So he Mais de toute façon, c'est une autre histoire. Donc il est azéri. Marandi, mon propre nom de famille, Marand est une ville près de Tabriz, en Azerbaïdjan iranien. Marandi signifie de Marande. Le président vient de Tabriz. Ainsi, dans la République d'Azerbaïdjan, il y a moins de locuteurs azéris qu'en Iran. Beaucoup moins. Et beaucoup de gens en Iran n'aiment pas, bien sûr, le dirigeant de la République d'Azerbaïdjan, ni le fait qu'il collabore avec le régime israélien contre l'Iran. Et Erdogan, qui a utilisé des takfiris, vous savez, des wahhabites, Daesh, Al-Qaïda. Takfiris, Wahhabis, ISIS, Al-Qaïda. And for Iranians, ISIS and Al-Qaïda are... Et pour les Iraniens, Daesh et Al-Qaïda représentent le pire, car ce sont le genre de personnes qui, si elles mettaient la main sur nous, nous tueraient. Ils nous considèrent comme des non-musulmans et ils tueraient des gens en Iran. Donc ils voient, et puis bien sûr, il y a eu la guerre de 12 jours, et il y a une forte conviction en Iran, parmi les Iraniens ordinaires, qu'Aliyev a aidé le régime israélien. Et vous avez Zarif qui a déclaré à la télévision: « Nous avons vu des drones venant de la République d'Azerbaïdjan survoler notre espace aérien. » Vous savez, des Azéris iraniens juste de l'autre côté de la frontière ont dit qu'ils l'avaient vu. Il y a donc beaucoup d'hostilité, ou du moins beaucoup de mécontentement, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard d'Aliyev et de la République d'Azerbaïdjan en Iran. D'un côté, il y a cela. De l'autre, les Iraniens ont déjà déclaré que si la souveraineté de l'Arménie était violée de quelque manière que ce soit, cela signifierait la guerre. Et ils ont dit que si quelqu'un entravait l'accès de l'Iran à l'Arménie et au-delà, alors ils se battraient. Ils l'ont dit. Donc si l'on combine ces deux éléments, ça donne A. Les Iraniens veulent développer un corridor. Ils disent, écoutez, nous n'avons pas besoin de vous, Monsieur Aliyev. Nous pouvons avoir notre propre corridor. Je pense que c'est une première chose. La seconde, bien sûr, c'est que, en construisant ce corridor, ils disent en gros que si quelqu'un bloque notre corridor, cela signifie qu'il s'oppose à nous. Donc je pense qu'il s'agit de deux choses en même temps. Et il faut aussi garder à l'esprit que la relation entre Aliyev et la Russie n'est pas très bonne. Nous avons vu les Russes mener des frappes contre ses actifs en Ukraine, ainsi que l'arrestation de nombreuses personnes affiliées au milieu criminel en Russie, qui sont originaires de la République d'Azerbaïdjan. Donc je pense que l'Iran profite de cette occasion pour exercer une pression supplémentaire. Et j'ai aussi entendu dire, et je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai été occupé ces derniers jours, surtout avec ce voyage et tout ça, mais j'ai entendu dire que les Iraniens ont fermé le corridor entre les deux parties de l'Azerbaïdjan, que le corridor se trouve actuellement en Iran. Et j'ai entendu, et je peux me tromper, que l'Iran, au moins pendant un certain temps, l'a bloqué. Et ils ont dit, eh bien, utilisez donc votre propre corridor. C'est quelque chose, vous savez, les Iraniens ont beaucoup d'influence en ce moment. Et avec les Russes qui sont si mécontents, je pense que les Iraniens exercent beaucoup de pression à la fois sur Aliyev, mais aussi qu'ils renforcent leur position en Arménie. Pépé, comment la Russie perçoit-elle ce qui se passe là-bas et penses-tu que la Russie est... D'une manière ou d'une autre, ont-ils une quelconque grande stratégie pour le Caucase du Sud? Apparemment non. C'est l'un des sujets que j'aimerais aborder à Vladivostok, dans moins de 2 semaines en fait. Nous n'avons rien entendu de précis de la part de Moscou concernant le Zangezur, à part les habituelles formules diplomatiques. C'est bien que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient en paix, mais ce n'est pas vraiment la paix, surtout lorsque les Américains interviennent directement. Mais pour l'instant, les Russes gardent leurs cartes très près de leur poitrine
et ne disent rien. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mouvements en coulisses, cela ne fait aucun doute. Mais on découvre ces choses que lorsqu'on est en Russie et qu'on parle avec des Russes en Russie. Je préfère donc attendre 2 semaines, puis nous pourrons revenir sur le sujet car c'est absolument essentiel. Ce que l'on peut lire sur certains canaux militaires russes, par exemple, c'est que les gens sont furieux. Encore une catastrophe russe, une catastrophe diplomatique. Je pense, Stuart, compte tenu de l'explication que Mohammad vient de nous donner, qui est très complète, que nous ne sommes qu'au début de toute cette affaire. C'est un jeu vraiment sophistiqué et il y a trop d'acteurs. L'Iran, la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, Israël et les États-Unis. Nous avons 7 acteurs majeurs impliqués. C'est extrêmement compliqué. À mon avis, l'Azerbaïdjan pourrait tout simplement devenir, dans une certaine mesure, une nouvelle Géorgie ou une nouvelle Ukraine. Parce que s'ils suivent cette voie, comme l'a mentionné le professeur Marandi, il ne se passe rien de bon non plus entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Vous connaissez la brève définition de l'Azerbaïdjan? C'est un mélange de Tony Soprano et de la mafia du pétrole. Tony Soprano, ce serait la famille Aliyev, et la mafia du pétrole, c'est BP. Ces deux-là contrôlent tout en Azerbaïdjan. C'est sordide. C'est vraiment, vraiment sordide. Et ils sont également impliqués en Ukraine. Bien sûr, Sokar et leur compagnie pétrolière nationale, ils ont des terminaux à Odessa. C'est très, très sérieux. Quelqu'un m'a dit hier soir, et je ne sais pas à quel point c'est exact, mais il a affirmé que les Russes et leurs frappes ont causé 300 millions de dollars de dégâts. Waouh, si c'est vrai, c'est énorme. Cela donne une idée de l'ensemble du spectre de la collaboration directe. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons conclure pour l'instant. C'est un immense plaisir. Je suis en face des 2 personnes les plus cool du monde et je voudrais avoir plus de temps. Et je suis avec les 2 Brésiliens les plus cool. Merci beaucoup. Juste 30 secondes. Je suis très curieux. Allez-y. Avez-vous discuté de quelque chose de précis avec vos collègues à propos de l'OCS à Tianjin concernant le fait que l'OCS pourrait bénéficier d'un élan similaire à celui des BRICS à partir de maintenant? Oui, en fait, je pense que c'était ironiquement l'un des Chinois qui disait que le statut de l'OCS est en train de monter et qu'elle devient de plus en plus importante. Et c'était un collègue indien qui se plaignait que l'OCS n'a pas l'autorité nécessaire pour devenir plus efficace. Donc j'ai eu l'impression que l'ambiance était que l'OCS, vous savez, il se plaignait que les dirigeants là-bas ne font que parler et qu'il n'y a pas assez d'élan pour passer à l'étape suivante. Mais il m'a semblé, d'après ce que j'entendais de la part de ses collègues, qu'ils souhaitent vraiment que l'OCS passe à la vitesse supérieure. Et même s'il y a des limites à ce que l'OCS peut accomplir, je veux dire, sa structure même rend difficile le fait d'aller au-delà d'un certain point. J'ai d'ailleurs moi-même évoqué ce sujet. J'ai dit, vous savez, l'Union européenne, l'une des raisons pour lesquelles elle a vu le jour, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Européens n'arrêtaient pas de s'entretuer. Ils étaient constamment en guerre. C'est pour cela qu'il y a autant de petits pays avec toutes ces langues différentes. Et finalement, ce qui a conduit à la création puis à l'expansion de l'UMMER
c'était en partie le besoin de maintenir la paix en Europe. Mais ils sont allés trop loin, et ces pays ont perdu leur souveraineté. Ils ne contrôlaient plus leur propre politique économique, ni leurs propres décisions politiques. Vous savez, ils ont perdu leur souveraineté, et Bruxelles est devenue le centre du pouvoir, même si ce sont des bureaucrates non élus. Donc, d'une certaine manière, je disais ce soir avant de venir ici, que l'OCS ne devrait en fait pas aller trop loin, et je ne pense pas qu'elle le puisse, car l'environnement est très différent. Les circonstances sont complètement différentes. Mais dans une certaine mesure, le simple fait qu'elle ait cette structure est une bonne chose. Et quand la réunion aura lieu, une chose que je tweeterai probablement, c'est qu'en mettant de côté l'image des 7 nains, il y aura une photo des dirigeants de l'OCS assis ensemble autour d'une table. Exactement. Donc je pense, d'après ce que je comprends, qu'il y a une forte incitation à porter l'OCS à un niveau supérieur. Mais encore une fois, ça va être très difficile car l'Inde a son propre agenda, la Chine en a un autre, les Russes ont le leur et les Iraniens aussi. Mais je pense qu'un autre point abordé aujourd'hui était que l'OCS devrait également aller au-delà de la sécurité exactement et traiter des questions économiques. Et l'une des raisons pour lesquelles la réunion se tient ici à Tianjin, c'est parce qu'il y a, comme vous le savez, un port très important, et c'est là que la discussion a eu lieu, pour souligner l'importance économique de la réunion de l'OCS. En d'autres termes, le fait d'être à Tianjin était symbolique de la connectivité économique, en plus de la sécurité. Est-ce que Pezeshkian y va, Mohamed? Est-ce que Pezeshkian va à Tianjin? Oui, non seulement il prévoit d'être ici, mais il reste aussi pour le défilé. Excellent. Donc nous allons les avoir à la même table, Mohamed et Nima. C'est très très important. Poutine, Xi, Pezeshkian et Modi. C'est énorme. Peut-être que cette année sera celle de l'OCS, comme l'année dernière a été celle où les BRICS ont décollé. Peut-être que cette année pourrait être celle de l'OCS. Merci beaucoup, professeur Marandi et Pep. Un grand plaisir. Vous êtes géniaux. C'était super de parler avec vous deux. Cheers. À bientôt, salut.